Bonjour à tous, voilà, aujourd'hui je ne ferai du coup pas de compte rendu de ma journée de marche hier, puisqu'hier était une journée de repos et que je vous en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Par contre, je vous avais dit que je prendrais probablement le temps pour parler un petit peu des difficultés rencontrées. Et ben, il se trouve que voilà, je suis à ma première pause de la journée, j'ai déjà parcouru une dizaine de kilomètres, dont au moins 5 ici à travers champs, et j'ai croisé personne sur ces 5 kilomètres. Donc je me suis dit que je ne serais pas dérangé ou à peu près, puisqu'apparemment je suis tombé dans une rêve partie d'insectes et ils sont vraiment très contents que je sois là. Donc néanmoins j'en ai profité pour me coucher un petit peu, comme je disais que je faisais assez régulièrement pour relâcher mes jambes et mes pieds. J'ai mangé un petit bout et j'en profite pour faire cette petite vidéo sur les difficultés. Alors j'ai pris quelques instants pour réfléchir un petit peu à ce que je voulais raconter. Alors bien sûr ce sera de l'improvisation puisque j'ai pas envie de passer trop de temps à préparer ces vidéos. Néanmoins j'ai fait un petit classement des différents types de difficultés auxquelles je suis confronté. Mais avant de parler des difficultés, je voudrais quand même expliciter quelque chose pour ceux qui ne le savent pas. Donc j'ai décidé de partir de chez moi à Uccle, à Bruxelles, pour me rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle à pied avec mon sac sur un chariot, mon sac et mon chariot que j'ai surnommé Jack. Et j'ai décidé de me rendre vers Vézelay pour ensuite aller à Saint-Jean-Pied-de-Port et puis finalement, si j'y arrive, aller à Santiago. Et sur le parcours, j'ai décidé de ne pas faire d'itinéraire prédéterminé, mais juste ces points de passage. Alors une des raisons, c'est que je voulais déjà passer par Vézelay pour aller rejoindre le chemin de Vézelay. Et de chez moi à Bruxelles, il y a pas de chemin de Compostelle qui mène à Vézelay. Et puis, comme je l'ai déjà dit, il y a un principe sur le chemin qui dit chacun son chemin, on le parcourt comme on veut, on prend les routes qu'on veut. Donc j'ai décidé de couper en trois segments différents mon périple. Et le premier étant de faire un petit peu du hors-piste de Bruxelles à Vézelay, puisque je passe pas par des chemins de rando. Et la raison pour laquelle j'explique ça, c'est que certaines des difficultés que je vais vous expliquer sont directement liées au fait que je ne suis pas des chemins de rando. Bien sûr, si vous suivez des chemins de Compostelle ou des chemins de randonnée en général, généralement le chemin est assez bien balisé et du coup certaines des difficultés que j'ai pu rencontrer, vous ne les aurez pas. Néanmoins, la plupart d'entre elles sont relativement communes à mon avis à tout type de rando. Donc je les ai classées en fait selon certains groupes. Les groupes que j'ai sont, je prends mon copion, les peurs et les doutes, les rencontres, la faune et la flore, la météo, les itinéraires ou l'itinéraire et les ressources. Et là en ressources je parle du matériel, de l'eau et de la nourriture. Alors je les ai classés d'une certaine manière, je les ai classés du moins contraignant au plus contraignant pour moi. Donc j'ai commencé par la première catégorie, donc les peurs et les doutes. J'ai mis ça comme première catégorie de difficulté, puisque depuis que je suis parti, les peurs et les doutes, il n'y en a pas. C'est aussi simple que ça. Néanmoins, j'ai quand même deux anecdotes à raconter, puisque le projet d'aller vers Saint-Jacques-de-Compostelle à pied, je l'ai depuis un an et demi. Et au début, quand j'ai eu cette idée, je l'avais catégorisé, je l'avais mis dans ma tête, dans un coin des projets qui seraient super chouettes à faire, mais qu'on fera probablement jamais. Et un an et demi avant de le faire, hein, il y a un an et demi de ça, j'avais forcément aucune peur puisque je ne pensais pas réellement que j'allais le faire. Et c'est il y a à peu près un peu plus de 4 mois là je pense que lorsque j'ai pris la décision de faire ce chemin, quand j'ai commencé à en parler réellement autour de moi pour commencer à m'organiser, ne serait-ce que pour organiser mon départ du travail, puisque j'ai pris un congé de 4 mois pour pouvoir me permettre ce voyage. J'ai dû commencer à en parler autour de moi, donc c'est devenu concret. Et là, je dois dire que certaines peurs ont commencé à émerger, puisque toutes les questions arrivent d'un coup. On n'a jamais fait ce genre de randonnée, donc je ne suis pas un randonneur habituellement. Donc voilà, toutes les peurs arrivent. Qu'est-ce que je dois prendre avec moi? Comment je vais faire pour me nourrir en chemin? Comment je vais faire pour me loger? Est-ce que mon corps va le supporter? Etc., etc. Donc effectivement, il y a eu des peurs, mais ces peurs étaient vraiment il y a quelques mois de ça et bien avant mon départ. Et puis petit à petit, je me suis préparé, je me suis entraîné, j'ai préparé le matériel. Donc de ce côté-là, je suis devenu assez confiant. La deuxième anecdote, c'est que la veille de mon départ, j'arrivais pas à dormir. Donc je suis parti le lundi 5 juin de chez moi. Et le dimanche soir, j'arrivais pas à dormir. Je tournais dans tous les sens dans mon lit et impossible de trouver le sommeil. Alors je pense vraiment que comment dire, la, la raison pour laquelle j'arrivais pas à m'endormir était principalement de l'excitation plus que de la peur. Néanmoins, j'ai commencé à cogiter et j'ai visualisé la carte de l'Europe, hein, donc une carte que j'ai beaucoup visualisée où on voit les chemins de Compostelle, et je visualisais la ville de Bruxelles, la carte entière de la France, et puis l'Espagne d'est en ouest, et je voyais l'intégralité du chemin dans ma tête, et je me dis waouh, c'est quand même beaucoup, ça va être dur.
Et là, j'ai commencé à avoir un petit peu peur. Ça n'a pas duré longtemps, puisque j'ai eu le déclic suivant, c'est que je me suis dit, attends, tu ne pars pas en Espagne demain. Tu vas vers l'Espagne, certes, mais tu ne marches pas vers l'Espagne demain. Demain, tu marches vers Nivelles. Nivelles étant une ville au sud de Bruxelles, à peu près 30 km, qui allait probablement être mon premier point de passage, qu'il était d'ailleurs. Et donc, en changeant l'état d'esprit par rapport à cette marche, en oubliant que j'allais marcher vers Saint-Jacques-de-Compostelle pour, je pense, plus ou moins 2500 km, j'ai retiré la peur et je l'ai transformé en je vais seulement marcher vers Nivelles. Je vais faire 30 km avec du matériel que je connais. J'ai déjà fait ce type de marche. Donc voilà, j'ai changé mon état d'esprit. Je me suis apaisé, je me suis endormi, tout s'est bien passé. Et le jour du départ, quand je suis parti, là il y a eu zéro doute, zéro angoisse, zéro problème. J'ai vraiment fait le vide et j'étais bien en partant. J'ai pas eu du mal à partir, mes affaires étaient prêtes, je m'étais organisé, tout était prêt. Donc je suis vraiment parti l'esprit serein. Donc ça c'est pour les peurs et les doutes. Et puis voilà, depuis je dois dire que le chemin se passe extrêmement bien, que j'ai décidé de faire confiance au chemin, confiance aux gens que je rencontre. Énormément de belles rencontres, je l'ai déjà dit, et beaucoup de gens qui m'aident en chemin, donc c'est vraiment très agréable et rassurant d'une certaine manière. Donc, des doutes, j'en ai pas, j'ai décidé de faire confiance au chemin. La deuxième catégorie, ce sont les rencontres. Alors les rencontres, pourquoi je le mets dans les difficultés? Parce que depuis mon départ, je l'ai dit, j'ai fait des rencontres absolument extraordinaires. Il y a quand même eu 2-3 rencontres qui ont été moins agréables. Alors rien de bien méchant. Néanmoins, si on n'est pas bien préparé et si on n'est pas assez sûr de soi, je pense que ça peut réussir à mettre des doutes et à semer le trouble dans notre tête et amener une cogitation mentale qui peut être très désagréable en marchant. Alors j'ai eu une anecdote notamment, il y a quelques jours de ça, je traversais une zone de marais, et dans cette zone de marais, il y avait une route bien faite en asphalte qui traversait ces marais. Il y avait très peu de propriétés, mais il y avait une belle grande propriété sur le côté de la route où un monsieur, visiblement avec ses fils, enfin je l'ai supposé du moins, prenait le brunch. Et en me voyant passer, le monsieur m'a salué et m'a souhaité buen camino. Et dans le langage des pèlerins, ce buen camino est un signe de souhaiter le meilleur, de souhaiter un bon chemin. C'est un signe vraiment sympathique, sans aucune animosité normalement. Et il avait l'air de vouloir discuter, donc je me suis arrêté un instant et on a papoté. Et puis d'abord, il a commencé à crier un petit peu en disant que je m'étais complètement trompé de chemin. Il faisait référence au chemin de l'organisation RP 51, que je savais très bien que je ne suivais pas, bien sûr. Et il a commencé à me crier dessus en me disant que je m'étais trompé de chemin. J'ai d'abord cru que c'était une blague. Et donc j'ai répondu par une blague en disant que j'avais décidé de faire un petit détour par son quartier parce que je le trouvais très joli et que je voulais le visiter. Et puis ensuite, il s'est agacé quand je lui ai dit que je venais de Bruxelles et qu'il n'y avait pas de chemin de Bruxelles jusqu'à Vézelay défini. Et puis là, il est parti dans un discours absolument incohérent où il m'a dit que lui-même l'avait fait de Bruxelles, que je disais n'importe quoi, blablabla. Et puis il est devenu vraiment très désagréable, hein. Il m'a appelé par des noms d'oiseaux, il s'est un petit peu énervé tout seul. J'ai gentiment coupé court à la discussion, je lui souhaitais une très bonne journée et je suis parti. Alors bon voilà, je l'ai classé en numéro 2, ces rencontres qui peuvent être désagréables. Néanmoins, pour moi, je considère que c'est vraiment pas quelque chose de trop important. Quand je suis dans ce genre de situation, j'ai une petite pensée pour Georges Brassens et sa chanson Mauvaise réputation. Et je me dis que Georges Brassens savait très bien de quoi il parlait et qu'il me comprendrait totalement. J'ai décidé de faire mon chemin et quand on décide de faire son chemin, il faut l'assumer et pas laisser des tierces personnes influer sur votre humeur et votre envie et votre bonne humeur de réaliser votre projet. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est évident que des critiques, on en prend. Et c'est le cas dans la vie de tous les jours aussi, évidemment. Alors en troisième catégorie, j'ai mis la faune et la flore. Alors la faune et la flore, bon, encore une fois, c'est pas ce qui me dérange le plus. Néanmoins, alors pour ce qui est de la faune, bon, énormément d'insectes, hein, je l'ai déjà dit, je me suis fait... j'ai dû me retirer 2 tiques déjà, j'ai eu des piqûres d'insectes par dizaines, si pas par cinquantaines. Mais néanmoins, je dois dire que j'essaye de prendre sur moi, de ne pas gratter quand ça démange, et c'est quelque chose de relativement supportable pour moi pour l'instant. Néanmoins, dans les premiers jours après avoir quitté Bruxelles, j'ai commis 2-3 piqûres sur l'avant-bras qui ont vraiment fait gonfler mon avant-bras très très fortement. J'ai cru qu'à un moment je devrais aller en pharmacie pour aller au moins chercher un produit et peut-être aller chez le médecin si jamais ça s'amplifiait, mais ça n'a pas été le cas. J'ai reçu un peu de pommade
lorsque j'étais hébergé du côté de Pries. J'en ai mis, et alors est-ce que c'est l'effet placebo ou la pommade qui a fait effet? J'en sais rien, mais dans tous les cas, mon bras a dégonflé et pour l'instant, je ne fais que supporter quelques piqûres. Alors toujours dans la faune, eh bien, il y a quelques petits stress parfois avec les animaux qui s'excitent quand on passe pas loin. Je pense notamment à un pigeon qui m'a fait sauter hors de mes chaussures en décollant d'un arbre quand je suis passé à côté. Alors ça peut paraître rigolo le coup du pigeon, mais je vous assure que quand vous faites des kilomètres sans un bruit autour de vous et que d'un coup il y a un animal qui se met à bouger, même si en soi le pigeon ne représente aucun danger, je dois dire qu'il m'a saisi. Évidemment, ça arrive régulièrement avec les chiens de garde dans les grandes propriétés qui vous font saisir de temps en temps. Mais par contre, j'ai quand même eu une fois un autre stress un petit peu plus fort en ce qui concerne la faune, puisque j'ai été suivi par un sanglier. J'étais dans les champs, et puis j'ai entendu un bruit qui venait du champ, qui était assez fort. Alors je viens de la ville, hein, pour moi c'était le bruit d'un grizzly. J'ai vite compris que ce n'en était pas un, hein, qu'il y avait peu de chances que dans le nord de la France il y ait un grizzly. Et je me suis retourné et en fait c'était un sanglier. Ce qui s'est passé, c'est que, par chance, j'ai envie de dire, puisque je ne suis pas un grand expert des animaux, mais j'avais vu il y a quelques mois une vidéo, de reportage animalier où, les reporters expliquaient qu'il n'y avait pas tant de danger que ça avec les animaux et notamment avec les sangliers, du moment qu'on ne se retrouvait pas entre la mère et ses petits et que dans ce cas-là, effectivement, la mère pourrait devenir très agressive. Mais, là, du coup, c'était pas le cas. J'ai supposé que ces petits étaient peut-être derrière, eux, je ne les voyais pas. Mais j'ai continué mon chemin comme si de rien n'était. Néanmoins, mon chariot, donc Jack, est accroché à ma ceinture. Je vous dis que quand vous entendez les bruits que font ce sanglier, qui sont vraiment très très forts et quand même assez impressionnants, j'ai détaché Jack et j'étais prêt à l'abandonner sur la route et à courir me réfugier de l'autre côté d'un grillage barbelé où je regardais déjà où il y avait un arbre pas trop loin parce que c'est quand même vraiment impressionnant. Et donc j'ai continué ma route le plus tranquillement possible, mais le sanglier m'a quand même suivi sur 300 mètres. Et à un moment, je me suis dit, il va pas me lâcher. J'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise. Je vais pas dire que j'avais peur, mais j'étais quand même pas à l'aise. Pour ce qui est de la flore, bah alors la flore, je pense principalement à tout ce qui est orties, picots, hautes herbes. Parfois, on passe par des chemins qui sont vraiment pas évidents. Et au début, j'avais fait l'erreur de laisser mon pantalon dans le fond de mon sac, pensant qu'il faisait tellement chaud que j'en aurais pas besoin. Mais j'ai appris de mes erreurs. Le pantalon maintenant est toujours dans le haut du sac, puisque quand je dois passer des passages avec des hautes herbes, on voit pas toujours trop bien ce qu'il y a. Il y a parfois des espèces de ronces. Je me suis déjà pas mal arraché les jambes et les bras avec ça. Donc maintenant, le pantalon est toujours à portée de main et j'hésite pas à l'enfiler dès que je dois passer un passage un peu difficile. Donc voilà, ça c'était pour la faune et la flore. Ensuite, ben, la météo. Bon, en soi, j'ai pas eu vraiment beaucoup de changements du côté de la météo. Il fait depuis mon départ beau et chaud. Aujourd'hui, un petit peu plus couvert, mais quand même assez lourd. Je veux dire qu'il faut faire gaffe aux chaleurs, hein, parce que, mine de rien, quand vous faites comme ça plusieurs dizaines de kilomètres par ces chaleurs, bah, le gros risque, c'est de se déshydrater. Donc, il faut quand même bien gérer son hydratation. Et donc ça peut être contraignant de marcher sous ces fortes chaleurs, mais néanmoins, je dois reconnaître que, et c'est le cas là juste maintenant où je vous parle, il y a un petit vent, il y a de l'air depuis que je suis parti, donc franchement c'est totalement supportable. Alors en cinquième, hein, donc on commence à monter en difficulté, les itinéraires. Bah alors comme je vous l'ai dit, je suis parti de Uccle pour aller à Vézelay, un peu en hors-piste puisque je ne suis pas des chemins de rando prédéterminés. Ça veut dire que chaque jour, je détermine mon itinéraire pour le jour du lendemain, pour le jour même, ou parfois le soir pour le lendemain. Mais je fais rarement mon itinéraire plusieurs jours à l'avance, les plans sont faits pour être changés, parfois une rencontre, une discussion avec quelqu'un me donne l'envie de passer par un autre endroit, c'est pour ça que j'essaye de faire mes itinéraires en dernière minute. D'ailleurs, ça fait partie de mon plaisir dans cette randonnée, c'est de ne pas savoir ce qui m'attend demain et prévoir mon chemin une semaine à l'avance. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. En tout cas, pour cette partie Bruxelles jusqu'à Vézelay, ça c'était mon plan depuis le début. Et ces itinéraires, ben, le gros problème, c'est que je regarde sur une carte, hein, j'ai donc des cartes dans mon smartphone, et je fais mes tracés très souvent au matin, donc pour la journée. Et en se basant sur les tracés, ben, certains chemins sont indiqués comme existants. Et comme je l'ai déjà dit, ben, en arrivant sur place, ben, parfois le chemin il existe tout bonnement plus, ou il est impraticable, ce qui peut mener parfois à faire plusieurs kilomètres dans une direction, arriver sur un cul-de-sac et devoir rebrousser chemin. C'est pas facile. Donc j'ai envie de dire,
C'est aussi une des raisons pour lesquelles par jour je prévois rarement des itinéraires de plus de 32 km, puisqu'il faut pouvoir faire face à l'imprévu. Et si jamais je dois rebrousser chemin et faire un détour, ben, il faut que j'en sois capable, que j'ai assez d'eau et de nourriture avec moi. Donc pour l'instant, il est hors de question de prévoir des 40 km sur une journée tant que je ne suis pas sûr du tracé. Et puis bon, c'était aussi une de mes volontés de ne pas utiliser un outil comme Street View pour repérer les itinéraires. D'ailleurs, je pense que Street View n'est pas passé par la plupart des endroits où moi je suis passé. D'ailleurs, je me demande parfois si des humains sont déjà passés par là où je suis passé. Mais voilà, je ne repère pas mon trajet à l'avance. C'est ce qui me réserve des surprises, des belles surprises, hein. Notamment, il y a quelques jours, vous avez vu dans une vidéo le monument de la première bataille de la Marne, que je ne connaissais pas du tout. Si j'avais repéré mon trajet, si j'avais été sur Street View, si j'avais regardé des photos des villages par lesquels je passais, ben, j'aurais su ce que c'était. J'aurais pu même être déçu de ce monument. Peut-être que j'aurais vu des photos que j'aurais trouvé magnifiques et qu'en arrivant sur place, j'aurais été déçu. Mais quand on s'attend à rien, on ne peut pas être déçu. Et donc, on a plein de belles surprises. Et donc, ce monument, par exemple, que j'ai vu se profiler au loin, eh ben, il m'intriguait. Il y avait quelque chose de différent dans ce monument. On voyait bien qu'il avait une forme qui dénotait complètement des autres types de structures que j'avais l'habitude de rencontrer sur mon trajet. Et quand je suis arrivé au pied du monument, c'était juste magnifique. C'était hors norme, c'était spécial et ça m'a fait plaisir. Et si je l'avais vu en photo avant ce monument, mais probablement que ça n'aurait pas eu le même effet. Donc en soi, les itinéraires, ne pas les prévoir, ben, ça me réserve des belles surprises et j'aime beaucoup ça. Mais évidemment, il y a les cas de figure, comme je l'ai dit, où je suis obligé de faire des détours, où le chemin n'est pas praticable, où le chemin est difficile, où je dois porter mon chariot sur le dos et passer par des chemins vraiment difficiles et faire très attention à mes chevilles où je mets les pieds, pas se blesser, parce qu'en plus parfois c'est régulièrement des dizaines de kilomètres sans croiser personne, donc on pense quand même au fait qu'il faut pas se blesser à ce moment-là. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour les itinéraires. Puis maintenant, la dernière catégorie que je vous ai citée au début de la vidéo, et qui pour moi est la plus contraignante et qui amène le plus de difficultés, c'est la gestion des ressources. C'est ce qui peut être, je pense, le plus, j'aime pas le mot stressant, mais en tout cas la chose à laquelle il faut pour moi faire le plus attention, puisque dans ressources, je parle du matériel, de l'eau et de la nourriture. Alors depuis mon départ, ben, la nourriture, je l'ai relativement bien gérée. J'ai toujours des sachets de nourriture lyophilisés, et puis j'avais croisé sur mon chemin Joachim qui m'avait fourni des rations de nourriture, des rations de combat de l'armée française, qui sont composées notamment de barres de céréales et des petites compotes sucrées, enfin tout ce qu'il faut en fait pour se redonner de l'énergie en chemin. Donc j'ai vraiment, comment dire, utilisé ces ressources avec beaucoup de parcimonie et j'ai essayé d'en garder, d'en dépenser le moins possible et seulement quand j'en avais vraiment besoin. Donc j'ai toujours des choses à manger avec, donc la nourriture en soi ça va. L'eau par contre, il faut faire attention parce que j'ai un Camelback de 3 litres dans mon sac et j'ai aussi une petite gourde de 750 millilitres. Alors j'ai toujours ça plein, je fais en sorte de toujours faire le plein d'eau avant de me mettre en route. Mais parfois, par ces fortes chaleurs, quand on s'hydrate régulièrement, on peut facilement arriver au bout. Et tout dépend aussi évidemment, bien sûr, des chaleurs, mais du nombre de kilomètres que vous faites. Et à mon jour 2, quand je suis parti de Uccle, j'avais fait une petite marche, comment dire, hors norme, puisque j'ai fait à peu près 45 kilomètres et je n'avais jamais fait ça de ma vie. Mais il se trouve que j'avais géré mon eau comme pour une marche de 30 ou 35 dont j'avais l'habitude. Et par chance, quand j'étais passé c'était du côté de Binche, une jeune femme s'était arrêtée sur la route et m'avait apporté 2 petites bouteilles d'eau. Elle s'était excusée parce que l'eau n'était pas froide, mais elle m'avait donné 2 petites bouteilles d'eau. Et il se trouve que dans un premier temps, je me suis dit, bah, c'est très gentil, évidemment, j'apprécie beaucoup le geste, mais c'est vrai que les bouteilles d'eau étaient quasi chaudes. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ah bah, il s'est passé qu'après 40 km, quand j'étais dans un champ, je venais de sortir d'un bois, j'étais totalement épuisé, je me suis couché par terre, je me suis allongé un instant, j'ai dû reprendre une petite compote sucrée pour me redonner un peu de sucre avant de repartir. J'étais vraiment à bout, c'était vraiment une marche qui était très dure pour moi. Et quand j'ai voulu aller boire dans mon Camelback, eh ben, j'avais plus d'eau. J'avais plus d'eau. Et ça pourrait arriver que je n'ai plus rien. Mais là, par chance, j'avais ces 2 petites bouteilles d'eau chaude. Et je vous le dis, quand vous avez vraiment soif, eau chaude ou pas eau chaude, ça reste de l'eau. Mieux vaut de l'eau chaude que pas d'eau du tout. Donc ce jour-là, j'ai eu de la chance. Mais ça m'a incité à vérifier plus régulièrement, notamment lors de mes pauses, le contenu de mon Camelback et donc vérifier où j'en suis au niveau de l'eau pour pas avoir de mauvaises surprises. Donc le cas échéant, trouver un endroit rapidement pour aller chercher de l'eau. C'est vrai que je ne fais pas des refills d'eau toute la journée parce que je pense que la quantité que j'ai est suffisante et j'ai appris à la gérer. Mais bon, néanmoins, voilà, il faut faire attention à cette eau.
Et puis toujours dans cette catégorie ressources, il y a le matériel. Alors le matériel, pour moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment le plus important. euh, Puisque avec le matériel, je dis par exemple Jack, mon chariot, si lui lâche, là j'ai un gros problème. J'ai un sac de plus de 19 kilos, j'ai des problèmes de dos. Je sais le porter ce sac, je serais capable probablement de faire une marche de 25-30 km sans trop de problème avec, mais je vais le payer dans les jours qui suivent. Donc s'il arrivait quelque chose à Jack, et c'est vrai d'ailleurs dans ressources, je ne l'ai pas cité, mais dans ressources je mets bien sûr aussi le physique, mais je ne l'ai pas considéré comme difficulté pour l'instant, puisque depuis le début des vidéos, je vous le dis, physiquement, je me sens vraiment bien, j'ai pas mal aux pieds, j'ai pas mal aux jambes, j'ai mal quasiment nulle part. Donc, euh, donc voilà, je n'ai pas cité le physique, mais bien sûr, on pourrait mettre le physique dans les ressources, c'est extrêmement important, mais pour moi, ça roule bien. Mais le matériel, par contre, bon, tout va plutôt bien, mais j'ai quand même une petite blague. Il y a 2 nuits de ça qui, pour moi, très contraignante, puisque les choses les plus importantes pour moi, ce sont mon physique, Jack, et, euh, et dans le physique, mon dos, parce que j'ai des problèmes de dos. Et donc, quand j'ai préparé mon matériel, j'ai notamment acheté un excellent matelas de 7 cm d'épaisseur avec de la mousse à l'intérieur, un matelas d'une marque connue, et j'ai mis le prix qu'il fallait dans ce matelas. Ah bah, ce matelas, il m'a lâché avant-hier. Donc ça fait 2 nuits que je suis avec un matelas percé. Et je dis percé, mais c'est même pas tout à fait le cas. Je suis plutôt ennuyé parce qu'en fait, il s'est décollé. C'est sans doute un défaut de fabrication. Donc je sais que si j'étais à Bruxelles, je pourrais très facilement le rentrer au magasin. Là, je suis entre Cézanne et nulle part et je ne sais pas encore comment je vais régler ce problème. C'est très contraignant pour moi. Je me suis réveillé donc il y a 2 nuits de ça au milieu de la nuit avec les fesses par terre et mal au dos. C'est ça qui m'a réveillé. Et là, j'ai quand même eu un petit coup de stress parce que ce matelas, il est vraiment, vraiment, vraiment important pour moi. Pour récupérer des marches, le sommeil est extrêmement important. Et moi, mon talon d'Achille, c'est le dos. Donc le matelas qui m'a lâché, j'avoue que j'ai un peu stressé. Et puis j'ai vraiment décidé de mettre ça de côté, de dire bon stop, on va trouver une solution. Une solution, il y en a une, tu la trouveras, quelle qu'elle soit. Il faudra peut-être renvoyer le matelas, acheter un autre, essayer de faire réparer celui-là. Mais dans tous les cas, je trouverai une solution. Donc voilà, j'ai tenté de réparer mon matelas au milieu de la nuit, mais tout ce que j'ai réussi à faire, vu l'endroit où c'est décollé, avec les rustines que j'avais, j'ai pu réussir à gagner une heure de sommeil sans qu'il se dégonfle, mais malheureusement pas plus. Si c'est moi qui avais percé le matelas, euh, j'aurais pu mettre une rustine à plat quelque part, mais là c'est vraiment sur la tranche. J'ai tendance à vouloir dire la couture, mais en fait c'est pas une couture bien sûr, c'est collé, mais c'est une petite bordure d'1 centimètre qui est censée être collée. Elle est complètement décollée, et en mettant une rustine par l'extérieur, je ne fais que tenter de boucher l'extrémité, et tout l'air passe à travers l'endroit où ce petit bord d'1 centimètre est censé être collé. Donc je ne sais pas encore trop comment je vais résoudre ce problème, mais c'est définitivement un des problèmes que je dois... Pardon, pas de problème, une aventure. J'avais dit que je n'utilisais pas le mot problème. Donc c'est une des aventures que je dois résoudre au plus vite, puisque le sommeil est extrêmement important pour moi, et la qualité du sommeil pour mon dos est extrêmement important. Donc si j'arrive pas à résoudre ce petit problème matériel, je risque d'avoir des soucis. Du coup, voilà, je suis en route vers 3, je n'y serai certainement pas aujourd'hui, mais demain. Et donc j'espère en arrivant en ville à 3 demain pouvoir trouver une solution, soit pour pouvoir le réparer, soit pour pouvoir racheter un matelas si jamais il faut. Ça serait vraiment dommage puisqu'il s'agit d'un matelas normalement de très très bonne qualité. Et ça ne m'arrangerait pas de devoir en racheter un, mais si c'est ce qu'il faut, on verra. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous raconter pour les difficultés, mais de nouveau, je l'ai fait pour montrer un petit peu il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des moments de cogitation mentale aussi. Ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé. On peut parfois être mené à cogiter hein, dans la vie de tous les jours. C'est le cas, notre cerveau s'emballe et on pense à des tas de choses, puisque lorsque quelqu'un nous a dit quelque chose qui ne nous plaisait pas, ou s'il nous arrive quelque chose qu'on n'avait pas prévu, on est en retard. Évidemment, c'est le moment où on ne trouve plus les clés de la voiture, ou des choses comme ça. On a tendance à cogiter après et à ruminer l'aventure qui nous est arrivée, et ça peut parfois durer longtemps. Eh ben ici, c'est vrai que les cogitations mentales, quand vous marchez tout seul comme ça toute la journée pendant des dizaines et des dizaines de kilomètres, si vous les laissez s'installer, je pense que c'est la catastrophe. Donc il se trouve que dans la vie de tous les jours, je suis déjà quelqu'un qui a déjà pas mal travaillé là-dessus, et j'ai une tendance assez, la plupart du temps bien sûr, je ne suis pas parfait, hein, mais j'ai une tendance à essayer de trouver le bon côté des choses. Et ici, dans cette marche, j'ai littéralement décidé de ne pas laisser mon esprit vagabonder et partir dans des mécanismes mentaux qui pourraient me faire du mal. Donc quand j'ai une mauvaise rencontre,
Que je dis ça pendant 30 secondes et puis je me ressaisis et je dis voilà, stop, 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 tu vas pas laisser quelqu'un de l'extérieur influer sur ton humeur, c'est n'importe quoi. Donc voilà, j'ai décidé d'être le plus positif possible dans cette randonnée et à nouveau, cette randonnée est extraordinaire, je passe vraiment un bon moment, mais effectivement, j'en parle pas dans toutes les vidéos où je parle de mes itinéraires, mais tout ne se passe pas toujours comme on veut, mais comme je dis toujours, s'il y a un problème, il y a une solution. Et puis s'il n'y a pas de solution, eh ben, il n'y a pas de quoi s'énerver, parce que de toute façon, il n'y a pas de solution. Donc voilà, j'espère que ce ne sera pas le cas et que je serai toujours dans des cas de figure où il y a des solutions. Voilà, je pense que c'est un petit peu tout ce que je voulais raconter sur les difficultés. Comme vous le voyez, il y a rien de bien méchant. Je pense néanmoins qu'il faut être préparé pour ce genre de randonnée et savoir que des aventures et des imprévus peuvent arriver. Mais dans mon cas, j'ai eu bien le temps d'y penser avant de partir. Je m'étais bien préparé à ça, puisqu'on parle souvent de la préparation du matériel, du physique. Mais je pense que la préparation mentale est aussi importante quand on fait ce genre de rando. On va être tout seul, on doit pouvoir compter sur soi. Bien sûr, on va recevoir de l'aide en chemin, mais il y a quand même des moments où on va devoir résoudre des imprévus et trouver des solutions à des problèmes. Et c'est important d'être prêt à ça, ce qui est mon cas. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Cette vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude et j'espère que j'aurai plu à vous parler des difficultés et des aventures trop souvent. Néanmoins, effectivement, ça arrive de temps en temps. Tout ne se passe pas comme on veut, mais j'ai envie de dire, si vous regardez un petit peu les catégories que j'ai citées, les événements que j'ai cités, eh ben, c'est ce qu'on a dans la vie de tous les jours. Donc on doit être prêt à ça. Et le chemin, c'est un peu ça au final, hein. C'est aussi d'ailleurs, j'ai reçu un message sur un commentaire d'une des vidéos que j'ai faites, puisque je dis toujours à la fin des vidéos bon chemin, et on m'a fait remarquer que c'était à moi qu'il fallait souhaiter bon chemin. Ben non, la raison pour laquelle je souhaite bon chemin à tout le monde, c'est parce que le chemin, c'est ça, c'est la vie. Tout ce que j'ai cité, ce sont les choses qu'on croise, qu'on affronte plutôt dans la vie de tous les jours. Et le chemin, ici, marcher vers les chemins de Compostelle, c'est juste un cours intensif et accéléré, puisque tout va très vite, on est vite confronté à des situations et on doit les gérer, on n'a pas le choix. À la maison, on peut parfois laisser certains petits problèmes traîner un petit peu, on les résout plus tard. Ben ici, non. L'intégralité de ce dont j'ai besoin pour atteindre ma destination se trouve dans mon sac. Si j'ai un problème de matériel, je ne peux pas attendre, je dois le résoudre tout de suite. Voilà, cette fois-ci, je pense que la vidéo était assez longue comme ça et je vais m'arrêter ici. Je vais vous souhaiter à tous une très belle journée et je vais vous souhaiter un bon chemin.